La première chose dont je me souviens, c'est que la voix de ma sœur, posée et sûre d'elle, qui disait à quelqu'un que je ne reviendrais pas, que mon esprit était déjà parti et que mon corps ne tarderait pas à suivre. J'étais allongée sur un lit d'hôpital, silencieuse et immobile, incapable de bouger, de cligner des yeux, de crier. Mais j'entendais tout. Ils pensaient donc que j'étais inconsciente. Ils se trompaient. Je m'appelle Mireille, j'avais 74 ans. J'ai été infirmière à l'hôpital Tenon pendant près de 50 ans. J'ai élevé 2 enfants. J'en ai enterré un. J'ai tenu la main de mon mari à travers des opérations, des licenciements et des années de sacrifices discrets. Et aujourd'hui, je dois avouer une vérité que je n'aurais jamais cru dire un jour. Pendant que j'étais dans le coma, ma sœur m'a volé ma vie. Et personne ne l'en a empêché. Tout a commencé avec un AVC. Un instant, je tendais la main vers la bouilloire dans ma cuisine à Montreuil. L'instant d'après, je tombais au sol. Je me suis réveillée, enfermée dans mon propre corps, sans pouvoir l'habiter. Autour de moi, des voix, des machines, des bruits sourds. J'ai entendu les mots hémorragie cérébrale massive et peu de réactivité. J'ai entendu Luc pleurer, juste une fois, peut-être deux. Et puis plus rien. Puis Estelle, elle est arrivée. Elle est entrée dans l'unité de soins intensifs comme dans un théâtre, avec son rire trop fort et son parfum trop présent. J'ai senti le changement d'atmosphère dès qu'elle a franchi la porte, cette chaleur feinte qu'elle portait comme un manteau. Elle m'a embrassée sur la joue et a murmuré quelque chose d'atroce. Pauvre Mireille, tu ne sais jamais quand t'arrêter. Je l'ai entendu dire au médecin qu'il n'y avait pas de directives anticipées. C'était faux. Elle les vieux étaient rangées dans le tiroir de la cuisine, à côté des garanties d'électroménager. Mais elle a insisté. Elle a dit que je n'aurais pas voulu vivre comme ça. Et puis, allez, fille, doucement, Luc mérite de tourner la page. J'ai attendu, j'ai prié, pas pour un miracle, mais pour une seule chance de revenir, de pouvoir parler, de la regarder dans les yeux et lui dire que j'étais encore là. Mais je ne pouvais pas encore. Alors j'ai écouté, j'ai retenu, je suis restée en silence pendant qu'elle réarrangeait chaque détail autour de moi, comme si j'étais déjà morte. Estelle a toujours été la petite dernière, la jolie, l'instable, celle qui ne restait jamais assez longtemps pour réparer ce qu'elle brisait. Notre mère l'a qualifiée de vivante, ce qui était une manière polie de dire qu'elle semait le chaos partout où elle passait. Des histoires d'amour en miettes, des loyers impayés, des départs précipités pour Lyon, Bordeaux ou Bruxelles. Estelle ne restait jamais assez longtemps quelque part pour qu'on puisse lui demander des comptes. Et quand ça tournait mal, quand elle perdait son boulot ou que ses cartes bleues étaient bloquées, elle venait frapper chez moi et je la laissais entrer. J'étais l'aînée, celle qui avait un CDI, une vieille Renault fiable, un compte épargne modeste. Je lui prêtais de l'argent. Je l'hébergeais, je remplissais son frigo. Elle dormait sur mon canapé pendant des jours, parfois des semaines. Et à chaque fois, elle me disait merci comme on signe un reçu, puis elle repartait sans prévenir. Jusqu'à la prochaine chute. Luc ne l'aimait pas. Il disait qu'elle avait un sourire qui sonnait faux, que ses yeux restaient froids même quand elle riait. Mais je prenais sa défense. Je disais que c'était la famille, et qu'on ne choisit pas la famille, qu'il fallait parfois apporter ce que qui ne savent pas marcher seuls. Je me demande à ça aujourd'hui si elle a pensé à tout ça en entrant dans ma chambre d'hôpital, si elle a songé à chaque fois où je l'ai sortie de ses galères, au moment même où elle prenait tout ce que j'avais construit. Mais Estelle ne prend jamais sans croire que tout lui revient de droit. Les infirmières ont vite commencé à traiter Estelle comme si elle était mon référent. Elle apportait des viennoiseries à l'accueil. Elle complimentait les blues. Elle disait que j'avais toujours été très indépendante, mais qu'il était temps que quelqu'un veille sur elle. Elle disait ça en riant doucement, comme si j'étais un vieux chat errant qu'elle venait recueillir. Et Luc, pauvre Luc, si prévisible, était trop abattu pour voir clair. Il venait à mon chevet avec ce regard perdu, comme s'il assistait à un accident au ralenti. Estelle se collait à lui comme une ombre. Elle lissait les plis de sa chemise. Elle remplissait son thermos. Elle lui glissait à l'oreille qu'il devait penser à lui. Qu'est-ce que j'aurais voulu? Je l'ai entendu le dire un soir, alors que tout était sombre et que seules les machines faisaient écho. Tu n'as pas à traverser ça seule, soufflait-elle. Je suis là. Je serai toujours là. Et Luc n'a rien répondu. Ils ont commencé à partir ensemble, à revenir ensemble. Les soignants ont fini par croire qu'elle était sa sœur, puis ils ont arrêté de supposer quoi que ce soit. Un jour, une infirmière a parlé d'Estelle Dubois, la compagne de Monsieur Lefebvre. J'ai écouté et j'ai fait sentir un feu naître en moi.
Quand on m'a fait sortir du centre de rééducation, je n'avais qu'un petit sac et un dossier cartonné posé sur les genoux. Ma main tremblait encore quand j'ai signé les papiers de sortie. Mais mon esprit, lui, était clair. Je m'attendais à voir Luc. Des fleurs, peut-être. Un petit panneau bricolé, comme on en faisait pour les enfants quand ils revenaient de colonie. Mais c'est Estelle qui est arrivée. Elle conduisait ma voiture. Elle est sortie en portant mon manteau. Elle m'a saluée comme une voisine, pas comme une sœur. Et quand elle m'a prise dans ses bras, j'ai reconnu mon parfum sur sa peau. Bienvenue chez toi, a-t-elle dit d'un ton sucré. On a tout bien préparé pour toi. On. Ce mot résonnait plus fort que tous les autres. Le trajet jusqu'à la maison s'est fait en silence. J'ai demandé où était Luc. Elle a répondu qu'il se reposait, qu'il était très éprouvé. Elle parlait d'un ton trop léger, les yeux fixés sur la route, comme si chaque mot ait été répété depuis des jours. Quand on est arrivé devant la maison, j'ai vu que le porche avait changé. De nouvelles plantes. Ma vieille balançoire, elle avait disparu. Les rideaux corridors n'étaient plus les mêmes. Je n'avais rien dit. À l'intérieur, les meubles avaient été déplacés, les murs repeints, les affaires d'Estelle étaient de partout, ses chaussures, sa tasse posée sur ma table, sa robe de chambre sur le dossier de mon fauteuil. Luc est apparu en haut des escaliers. Il n'était pas descendu tout de suite. Quand il l'a fait, il m'a embrassé sur le front, comme on salue une étrangère. Tu as meilleure mine, a-t-il dit, d'une voix éteinte. On est si content que tu sois de retour. On Encore. J'ai souri. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est solidifié. Ça s'est passé dans la cuisine. J'étais assise à la table, tenant entre mes mains la tasse qu'Estelle m'avait tendue, celle qui portait autrefois meilleure infirmière avant que les lettres ne s'effacent. Luc était de l'autre côté du comptoir, les paumes appuyées sur le bois. Il évitait mon regard. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-il murmuré, la voix tendue comme une corde prête à céder. C'est juste arriver. Il a continué, les mots dérapant comme s'ils lui échappaient malgré lui. Il a parlé du vide, de la peur, du fait qu'on pensait que je ne me réveillerais jamais. Il a dit qu'Estelle avait été là, qu'elle l'avait soutenue, qu'il n'avait pas prévu ça, que tout était allé trop vite. Il n'a pas dit qu'il l'aimait, il n'a pas dit qu'il avait choisi, juste que c'est arrivé. Je l'ai écouté, sans rien dire, comme je l'avais fait tant de fois auprès des familles en détresse, dans ces salles où l'on annonce que l'espoir est parti. Je savais que le silence pousse les gens à se dévoiler. Luc a parlé jusqu'à ce que sa bouche soit sèche, puis il s'est assis face à moi, les yeux cernés, rougeâtres. Je suis désolé, a-t-il chuchoté. Tu n'étais plus là, Mireille. On pensait que c'était fini. J'ai hoché la tête. Je ne l'ai pas pardonné. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai pas demandé combien de temps il avait fallu à Estelle pour s'installer dans mon lit. J'ai fait simplement bu une gorgée de café, parce que je n'étais pas partie. J'étais toujours là. Et il ne s'y attendait pas. Estelle s'était installée bien avant mon retour, mais elle redoubla d'assurance une fois que je fus rentrée. Elle faisait semblant de me consulter, me demandait si je voulais mes chaussons ici ou là, comment je prenais mon thé. Mais elle ne m'écoutait jamais. Ma chambre ne sentait plus comme avant, mes oreillers avaient disparu. Les tiroirs étaient rangés d'une façon impersonnelle, presque clinique. Mes carnets, ceux dans lesquels j'écrivais depuis 20 ans, n'étaient plus là. J'ai demandé une fois, calmement, où ils étaient passés. Elle a souri. Ah, ces vieux trucs. J'ai cru que c'était des brouillons. J'ai fait un peu de tri pendant ton absence. Tu n'imagines pas la poussière qu'il y avait. J'ai senti un vide profond s'ouvrir sous mes pieds. Mais j'ai aussi souri, et je l'ai remerciée pour le ménage. Elle a qu'à continuer à imposer sa marque. Elle a parlé de refaire la salle de bain, de réorganiser le cellier, d'envisager une résidence, avec accompagnement médical. Elle parlait aux voisins en promenant le chien, en leur disant que je reprenais du poil de la bête, mais que c'était difficile avec sa mémoire. Un voisin m'a même demandé si je me souvenais de lui. J'étais témoin à son mariage. Le soir, je les entendais parler à voix basse, au fond du couloir. Parfois, ils se disputaient, mais le plus souvent, non. Je crois que Luc avait passé un marché et qu'il en découvrait maintenant le prix. Mais je ne protestais pas, je ne réagissais pas quand elle jetait ma couverture préférée ou racontait à ma fille que je perdais un peu la tête. Je la laissais croire que j'étais trop fragile pour réagir. Parce que parfois, il faut laisser les gens se dévoiler pleinement avant de les confronter à leurs actes. J'ai commencé petit. Mon amie Claudine essaie passé un après-midi avec un cake aux noisettes. Elle est combatante assistante sociale à la retraite, encore vive d'esprit et l'une des rares fécondes personnes qu'Estelle n'avait pas réussi à éloigner. On s'est installé sur la terrasse, là où la vigne couvre encore la rambarde, le seul endroit qu'Estelle n'avait pas redécoré. Je lui ai tout raconté.
Les carnets disparus, les comptes déplacés, les conversations que j'avais entendues, la manière dont Estelle parlait de moi au passé. Claudine ne m'a pas coupée. Elle a écouté, le regard de plus en plus sombre. Elle m'a dit de tout noter, que les lois contre les abus sur personnes âgées existaient, même si peu de gens osaient en les invoquer. Que ce qu'Estelle faisait, ce qu'elle avait fait, n'était peut-être pas seulement immoral, c'était peut-être pénalement répréhensible. J'avais déjà des messages vocaux, des appels de Luc, pleins de panique, des consignes d'Estelle, parfois, quand elle croyait avoir raccroché. J'ai commencé à photographier les relevés bancaires, à cacher des copies dans une pochette, sous le tapis du tiroir d'amis. Je n'étais pas encore prête, ma main tremblait encore quand je tenais une cuillère, mais mon esprit était alerte. Et je savais maintenant que je ne me battais pas seulement pour une maison ou un mariage. Je me battais pour mon existence, pour prouver que je n'étais pas un fantôme qu'on pouvait faire disparaître avec un sourire et une tisane. Et pour la première fois depuis mon réveil, je n'avais plus peur. J'observais, j'attendais, je préparais. Tout a commencé par un oubli. Estelle, si prudente d'ordinaire, s'est relâchée. Un après-midi, elle est partie faire des courses en laissant son ordinateur allumé. Je marchais encore lentement, mais je savais être discrète. Je me suis approchée. L'écran était ouvert sur un mail. Il s'adressait à un conseiller de la banque postale concernant un transfert de fonds pour soins anticipés. Mon nom figurait dans l'objet. Celui de Luc aussi. J'ai pris une photo. Ma main tremblait encore. Il m'a fallu 3 essais. Mais j'y suis arrivée. Quelques jours plus tard, je l'ai entendue au téléphone. Elle était dans la chambre d'amis, celle qui fut autrefois mon atelier de couture, et parlait à voix basse. Je n'ai saisi que des morceaux. Oui, mais elle est encore là, et je t'ai dit, c'est provisoire. Puis, non, il n'a rien signé d'autre. Pas encore. Claudine, oui, c'est revenu le lendemain. Je lui viens démontrer tout. Les mails, les photos, les relevés. Elle a pris des notes comme si elle reprenait du service, concentrée, méthodique. Elle m'a promis de me trouver un avocat, quelqu'un spécialisé dans les droits des personnes âgées, quelqu'un qui avait déjà vu ce genre de situation. Je ne documentais plus par prudence, je rassemblais des preuves. Chaque jour, je découvrais un nouveau détail, une ébauche de testament, non signé mais daté de mon coma, des modifications sur une assurance vie, mon nom remplacé, le sien glissé là où il ne devrait jamais apparaître. Étrangement, je dormais mieux, comme si savoir, enfin, me permettait de respirer. Estelle continuait à se pavaner comme si la maison lui appartenait. Mais moi, je commençais à sentir l'équilibre basculer. Ce lieu, ce n'était pas chez elle, c'était un espace qu'elle avait occupé, croyant que personne ne reviendrait. Mais j'étais revenue et je n'avais plus peur des fantômes. C'était un jeudi matin quand j'ai décidé de parler. Pas dans la colère, pas dans les larmes. Cela faisait trop longtemps que j'attendais. J'ai attendu que Luc s'installe à la table avec son café, lisant le journal comme si rien n'avait jamais changé. J'ai attendu qu'Estelle entre dans la cuisine, en fredonnant, portant mon vieux gilet, comme s'il avait toujours été à elle. J'ai fait quelques démarches, ai-je dit en entrant, appuyé sur ma canne. Des choses vont changer. Luc a levé les yeux, surpris. Estelle s'est figée, la tasse à mi-chemin de ses lèvres. J'ai contacté un avocat et quelques autres personnes. J'ai des preuves de certaines transactions faites pendant ma convalescence. Certaines sont préoccupantes. Estelle a éclaté d'un rire sec. Mireille, là, franchement, tu te fais des idées. C'est normal d'être un peu désorientée après ce que tu as. Je ne suis pas désorientée, ai-je dit calmement. Et je ne demande pas votre avis. Luc a blêmi. Il a reposé sa tasse avec une lenteur étudiée. Tu parles de quoi exactement a-t-il demandé, mais sa voix n'avait pas de conviction. Il savait déjà. Je parle de procuration, de comptes bancaires, de documents altérés, de ce qu'on appelle abus de faiblesse en droit pénal. Estelle a tenté de répliquer, mais j'ai levé la main. Elle s'est tue. Mes doigts ne tremblaient plus. Tu aurais pu partir discrètement, mais maintenant c'est trop tard. Le silence a envahi la pièce. Ce genre de silence qui résonne dans les murs. Je me suis retournée et je suis sortie de la cuisine, pas à pas, droite. Derrière moi, Luc a expiré. Estelle a chuchoté quelque chose que je n'ai pas saisi, mais cela n'avait plus d'importance. La ligne était tracée et il savait que je ne reculerais pas. Le cabinet d'avocat sentait le papier ancien et le citron. Il s'appelait Maître Girard. Un homme discret d'une 60aine d'années, maigre, les gestes lents mais sûrs. Il m'avait écouté sans m'interrompre. Il a lu tous les documents, les messages, les courriels, les comptes. Il a posé des questions précises. Puis il a dit « Vous avez largement de quoi entamer une procédure ». Il a rédigé les papiers, nous avons révoqué la procuration d'Estelle, gelé les comptes conjoints, repris la main sur les documents. Il m'a aidé à entamer une procédure de divorce.
Ce fut la partie la plus douloureuse. Pas parce que j'aimais encore Luc. Cet amour-là s'était éteint dès que j'avais compris qu'il m'avait abandonnée avant même que mon cœur ne cesse de battre. Mais parce que cela marquait la fin d'un chapitre. Celui que j'avais cru solide. L'ordonnance de quitter les lieux a été livrée à Estelle par huissier. Elle l'a reçue dans ce qui avait été mon vestibule. J'aurais voulu voir son visage. Elle a dû lire, ligne après ligne, qu'elle n'avait plus de droit ici. Luc n'a pas protesté, il a rassemblé quelques affaires et est parti à l'hôtel. Il m'a dit qu'il avait besoin de réfléchir. Je ne lui ai rien demandé. Ce soir-là, Claudine et Risto revenus. On s'est installé sur la terrasse. Le soleil tombait lentement sur le jardin, paisible. Tu as repris ta maison, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. C'est pas que la maison, car ce que j'avais récupéré, ce n'était pas juste un toit. C'était ma place, mon histoire, le droit d'exister sans qu'on me rature. La voiture des huissiers est arrivée en fin de matinée, sans bruit, sans empressement. Il n'y a pas eu de scandale, pas de cris dans la rue, juste deux agents en uniforme impeccable qui ont parlé avec calme et fermeté. Estelle a ouvert la porte en legging et avec un de mes vieux pulls. Elle n'avait pas l'air surprise, juste épuisée. Ils lui ont remis la notification et expliqué les conditions. Elle avait 72 heures pour quitter les lieux. Sa bouche s'était crispée, mais elle n'a pas protesté. Elle a posé quelques questions, d'un ton distant, comme si elle gardait encore une once de contrôle. Mais elle savait très bien. Moi, je suis restée assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, celui qu'elle avait voulu faire disparaître. Je n'ai pas bougé, je n'ai rien dit, j'ai simplement observé. Luc est revenu plus tard dans la journée. Il ne voulait pas entrer. Est resté sur le perron, les mains dans les poches. Il a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit non. Il avait l'air de vouloir dire autre chose, mais il s'est ravisé. Il est descendu les marches et s'est engouffré dans sa voiture sans se retourner. Au troisième jour, toutes les affaires d'Estelle avaient disparu. Son parfum, ses foulards, les photos qu'elle avait glissées dans les cadres de la maison, disparues comme si elles n'avaient jamais été là. Elle n'a pas laissé de mots. Quand j'ai fait le tour de la maison ce soir-là, elle m'a semblé plus grande, pas vide, juste libérée, comme si un poids silencieux s'était enfin dissipé. L'air était calme, les murs ne me pesaient plus. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que je pouvais respirer. J'ai commencé par des choses simples. J'ai rangé le garde-manger, lavé les draps, récupéré mes oreillers dans la penderie où Estelle les avait enfouis. Les voisins sont passés, un à un, avec des quiches, des plantes, des paniers remplis de douceur, que je n'allais pas manger, mais que j'acceptais avec gratitude. Certains se sont excusés. Ils disaient qu'ils ne savaient pas. Je leur répondais que l'important, c'est que j'étais toujours là. Ma fille est venue de Toulouse. Elle est restée une semaine. Elle a cuisiné, m'a tenu compagnie le soir. On a peu parlé de Luc. Elle ne l'a jamais vraiment apprécié. Mais un soir, alors qu'on regardait la pluie tomber sur les vitres de la cuisine, elle m'a pris la main. T'es plus forte que n'importe qui, maman. Je n'ai rien répondu. Je lui avais simplement serré la main. J'ai continué à trier les papiers. Lentement, précisément. J'ai modifié mon testament, mis à jour les titres de propriété, fermé les comptes partagés, réactivé les miens. J'ai gardé la carte de Maître Gérard dans mon portefeuille, bien à l'abri, et j'ai recommencé à me retrouver, pas comme une femme brisée, mais comme une femme entière. Chaque matin, je fais le tour du pâté de maison. J'ai repris le club de lecture. J'ai repeint la chambre en vert sauge, une couleur que j'ai toujours aimée et que Luc trouvait trop fade. La maison m'appartient à nouveau, pas seulement sur papier, mais dans chaque recoin, chaque objet, chaque silence. Et je ne crains plus d'être effacée. Je l'ai aperçue la semaine dernière. Juste une seconde, à travers la vitre du bus qui passait près de la rue Léon Jouot. Elle marchait vite, la tête basse, les épaules rentrées. Une tenue bleu pâle lui collait à la peau, celle des aides-soignantes dans l'EHPAD tout proche. Elle ne m'a pas vue. Je ne savais pas qu'elle avait trouvé un poste là. Mais je n'étais pas étonnée. Estelle, elle a toujours su retomber sur ses pieds, même après les pires chutes. Mais je l'ai reconnue à sa démarche, pressée, nerveuse. Elle ne s'était pas relevée tout à fait. Elle passe dans ma rue presque tous les jours, en allant et revenant de son service. Elle ignore que je m'assois parfois sur le porche, cachée sous l'ombre du vieux cerisier. Je ne l'appelle pas. Je ne fais pas signe. Elle ne tourne jamais la tête, mais je la vois. Et je sais qu'elle voit aussi la maison. Les vitres brillent. La glycine en a repris sa place. La balançoire est de retour. Tout était comme avant, mais plus solide, plus paisible. À chaque passage, elle aperçoit la vie qu'elle a voulu prendre. Et elle comprend que ce n'est pas elle qui l'a perdue. C'est elle qui l'a laissée pour morte, croyant qu'elle ne renaîtrait jamais.
Et pourtant, cette vie-là a survécu. Je ne suis plus tout à fait la femme que j'étais avant l'AVC. Mon équilibre est fragile, mon écriture vacille. Parfois, ma main gauche s'endort si je tiens la bouilloire trop longtemps. Mais aujourd'hui, je me mesure autrement. Je me mesure au matin, à la façon dont la lumière entre dans ma cuisine, chaude et généreuse sur le carrelage. Je me mesure au son de ma propre voix, quand je lis à haute voix un roman que j'aurais autrefois conseillé à un patient insomniaque. Je me mesure à la paix dans le silence, et au fait que je n'en ai plus peur. On me demande si je suis en colère, si Luc me manque, si je pourrais un jour pardonner à Estelle. La vérité, c'est que la colère demande une énergie que je n'ai plus envie de gaspiller. Luc n'était qu'un chapitre, Estelle un autre, mais c'est moi qui ai tenu la plume, à la fin. C'est moi qui ai repris l'histoire. Il m'arrive de passer devant l'EHPAD. Pas souvent, juste assez. Je ne m'attarde pas, je ne cherche pas son regard. Mais je sais qu'elle est là. Je l'imagine pliant des draps, poussant des chariots, lavant des visages sans nom. Je me demande si elle pense à moi, si elle raconte notre histoire à sa façon, si elle ose dire ce qu'elle a fait. Et je me demande si ça la ronge. Mais que ça la hante ou non, moi je ne suis plus hantée. Je suis ici, je bois mon thé, fort et brûlant, je m'assois sur mon perron, je salue les passants. J'écris à nouveau, dans de nouveaux carnets, cachés là où personne ne pourra les atteindre. Je ne suis pas une femme reconstruite, je suis une femme révélée. Et ce qu'ils ont essayé d'enterrer, je l'ai récupéré, un souffle après l'autre. Non pas dans la fureur, mais dans une présence tranquille et indéracinable. J'ai survécu, et je suis toujours debout.